Salut tout le monde, c'est Mano. Le derby Lyon-Saint-Etienne ou Saint-Etienne-Lyon est LE match de Ligue 1 avec le plus d'enjeux. Gagner un derby gage de supériorité entre deux équipes rivales depuis des siècles. Mais d'où vient cette dualité entre Lyonnais et Stéphanois ? Tout d'abord, les deux villes sont très importantes politiquement parlant. Saint-Etienne est la capitale du Forez et du Jarret, région où régnaient à partir du 2e siècle avant Jésus-Christ les Ségusiaves, un peuple gaulois. Lyon, alors Lugdunum, est l'historique capitale des Gaules sous l'Empire romain. Fondée peu après l'assassinat de Jules César, elle était un site d'échange et de commerce connu dans toute la Gaule. Dans un premier temps, Lyon est donc incontestablement la cité majeure. Au 10e et 11e siècle, le Forez et le Jarret sont proches du roi de France, tandis que la ville lyonnaise est sous l'autorité du Saint-Empire romain germanique. Mais en 1158, lors de la bataille d'Iseron, les troupes du comte de Forez gagnent contre celles de l'archevêque de Lyon, ce qui va causer une première rivalité primordiale. Quelques siècles plus tard, un événement majeur de la région va avoir lieu, le siège de Lyon. Remise en contexte. Cette bataille oppose les républicains, qui possèdent 65 000 hommes, aux fédéralistes, au nombre de 10 000 hommes seulement. C'est logiquement qu'en août 1793, les Lyonnais sont chassés du Forez, et le 9 octobre de la même année, l'insurrection lyonnaise est réprimandée grâce aux armes de la manufacture stéphanoise créée en 1764. Afin de punir Lyon, on lui donnera alors le nom de ville affranchie. On entre alors dans une nouvelle ère, l'ère industrielle. Au début du 19e siècle, les villes vont prendre une toute autre tournure. Saint-Etienne est une cité ouvrière. Elle se dirige tout naturellement vers des activités industrielles comme la métallurgie, les armes, la rubannerie et bien sûr le charbon. Ce mode de travail, inspiré du modèle britannique, va faire de Saint-Etienne un lieu phare de la production industrielle de l'Hexagone. La ville aura donc un rôle mondial dans le domaine de l'armement grâce à sa manufacture d'armes, plus connue sous le nom de Manufrance, la société étant même un sponsor de l'équipe de la SSE dans les années 70. Lyon subira une trajectoire bien différente. Contrairement à son homologue, elle sera considérée comme bourgeoise, du fait de sa richesse plus considérable que sa rivale, alors traitée comme une ville minière et populaire. Lyon est une métropole où le pouvoir politique et économique a toujours été concentré. On atteste la création du Crédit Lyonnais en 1863, à une époque où elle était la première place financière française. La ville sera également le théâtre d'une invention majeure du 19e siècle, le cinématographe, inventé par les frères Lumière. La commune ayant toujours eu une démographie très importante et un très haut niveau de vie, fait qu'elle reste l'acteur majeur de la région. Et aujourd'hui, quelle ville est la plus grande en termes politico-socio-culturels ? Eh bien c'est incontestablement Lyon. Au dernier recensement en 2016, elle comptait plus de 2 300 000 habitants, en comptant la périphérie urbaine. De plus, elle abrite de nombreuses universités et écoles prestigieuses, ce qui en fait une ville étudiante parfaite, extrêmement attractive au niveau du prix des loyers, nettement inférieur à ceux de Paris. Et puis la ville reste très touristique grâce à son charme, mais aussi avec de nombreux événements sportifs comme l'Euro en 2016 et le Parc OL, ou encore l'accueil de concerts et de grandes stars comme Rihanna. Quid de Saint-Etienne ? En 2016, environ 520 000 personnes vivaient dans l'aire urbaine de la métropole rhône-alpine. Elle fait partie du réseau des villes créatives UNESCO en tant que ville de design comme Pékin, Turin ou encore Singapour. Saint-Etienne compte également de nombreuses industries comme celle du chocolat ou encore de la grande distribution avec le groupe Casino dont Geoffroy Guichard est le fondateur. Bien qu'elle soit dans l'ombre de sa rivale lyonnaise depuis la fin des activités minières, la cité stéphanoise regagne peu à peu de la population, notamment grâce à ses écoles, avec une école supérieure d'architecture. C'est une évidence, la rivalité OL-ASSE s'inscrit dans le domaine sportif, pour ne pas dire footballistique. La SSE moderne est officiellement fondée en 1933. La même année, elle devient professionnelle et dispute son premier derby. Vous allez me dire, oui mais l'OL a été fondé en 1950, et c'est tout à fait vrai. Mais c'est un autre club de Lyon, le FC Lyon alors vieux de 40 ans, qui dispute la rencontre et la remportant 2-0. Bien sûr, c'est un match non officiel, mais cela prouve la dualité ancienne entre les deux villes. Il faudra donc attendre 1950 avec la fondation de l'Olympique lyonnais et 1951 pour voir les deux formations s'affronter pour la première fois de leur histoire, l'OL gagnant le match 4-2. Aussi, chacun des deux clubs a eu sa période de gloire.
la SSE dans les années 60-70, qui a glané 8 titres de champion de France dans cette période et qui a perdu une finale de Ligue des Champions en 1976. L'OL, lui, a connu son âge d'or dans les années 2000-2010, avec 7 titres de champion de France consécutifs et une demi-finale de C1 en 2010, perdue face au Bayern Munich, vainqueur 34 ans plus tôt de Saint-Etienne en finale de C1 également. Les deux équipes partagent donc une culture commune, la culture de la gagne. Elles ont tout gagné au plan national, le championnat de France 2D1 et 2D2, le trophée des champions, la coupe de la Ligue et la plus belle des compétitions, la Coupe de France. De nombreux joueurs ont aussi marqué chacune de leur époque. Mekloufi, Herbin, Révelli et l'arqué pour Saint-Etienne, Coupé, Chris, Juninho et Anderson pour l'OL. Aujourd'hui, les deux clubs essaient de revivre des époques qui sont désormais lointaines. Depuis leur dernier titre de champion de France, Saint-Etienne n'a gagné qu'une coupe de la Ligue et le championnat de D2. Quant à Lyon, une seule coupe de France et un titre de trophée des champions ont été rajoutés au palmarès. Pause, je me suis rendu compte au montage que oui, l'OL n'avait gagné qu'une coupe de France et qu'un trophée des champions depuis 2012, mais ça c'était seulement au plan national puisque l'Olympique Lyonnais a en effet gagné le Zebio Cup sous Genesio en 2018 et l'Emirates Cup en 2019 avec Silvinho. Voilà, retour à la vidéo. Rien de bien exceptionnel. On peut alors se demander, qu'est-ce que les clubs deviendront dans la prochaine décennie? Aura-t-on une rivalité toujours aussi puissante? Des questions auxquelles seul le temps pourra répondre. Il existe évidemment d'autres raisons pour expliquer cette concurrence féroce. La première étant la proximité géographique, puisque les deux villes sont distantes d'une 60aine de kilomètres seulement, même si la vraie définition d'un derby est une rencontre sportive entre deux clubs d'une même ville, ce qui n'est pas le cas ici. La concurrence entre les deux formations se font bien évidemment dans les gradins. Côté rhodanien, 12 groupes de supporters existent. Le COP Virage Lyon, Lyon 1950, Hexagone, l'Amicale des Rouges et Bleus, Génération OL, OL Club, Handisup OL, Gastrogone 69, OL Muséum, Dauphigon, Brigade Lyon et les Canuts de Lyon. Du côté des Verts, on retrouve 5 groupes de supporters. Les associés stéphanois, les Magic Fans, les Green Angels, les indépendantistes stéphanois 1998 et l'Union des supporters stéphanois. Et qui dit supporters dit chant. Les plus connus sont Emmenez-moi Geoffroy Guichard, calqué sur la chanson de Charles Aznavour Emmenez-moi, chantée dans les tribunes lyonnaises. Extrait. Les Ligériens, eux, entendent un chant nommé Nous sommes les Stéphanois. Extrait. Bien sûr, ce sont des chants à l'encontre des autres équipes, mais ce n'est pas ce qui a été le plus choquant dans l'histoire des derbys. Choquer, ridiculiser et se moquer de l'adversaire, ce sont les buts des banderoles. Combien ont fait scandale depuis 1951? En voici quelques-unes considérées pour la plupart comme choquantes. Numéro 5. En 76, c'est vos pieds qui étaient carrés. La bannière fait directement référence à la finale de la Coupe d'Europe des clubs champions 1976, où la SSE s'était inclinée face au Bayern Munich avec les fameux poteaux carrés. Le but ici est de simplement se moquer de l'adversaire. Numéro 4. Stoppez les essais nucléaires à Mururoa, faites-les à Saint-Etienne. Mururoa est un atoll de 15 km² situé en Polynésie française. En 1996, le président de la République française d'alors, Jacques Chirac, décide d'effectuer des essais nucléaires dans cette zone du Pacifique. Ainsi, la banderole bien polémique fait directement référence à cet événement que l'opinion publique jugea indigne. Numéro 3. La chasse est ouverte, tuez-les. Ce message est on ne peut plus simple. En mars 2007, les Magic Fans ont décidé de représenter les joueurs lyonnais sur des animaux de la savane. On peut ainsi voir Juninho en zèbre, Fred en jaguar ou encore Rouillet en gnou. Mais il faut croire que les Stéphanois sont de mauvais chasseurs puisqu'ils s'inclineront 3-1. Par la suite, le groupe de supporters stéphanois sera condamné à 500 € d'amende avec sursis. Numéro 2. Memphis, 5 million followers, but still not that. Horrible, odieuse, déplorable, atroce. Les adjectifs utilisés par la presse n'ont pas manqué pour décrire cette banderole. Ici, les supporters forésiens se moquent du fait que le père du joueur néerlandais l'ait abandonné à l'âge de 4 ans. Après cette banderole, Memphis réagira à travers 4 tweets. Je sais aussi qu'ils sont fous. Ils sont fous. Ils n'ont pas un joueur avec la même qualité que moi.
Cela ne me dérange pas une seconde, je voulais juste dire quelque chose à ce sujet. 0 points contre nous cette saison, je peux imaginer à quoi ça ressemble. Devrais-je continuer? Aucune arme formée contre vous ne prospérera, je le laisse par là. Que Dieu bénisse tout le monde, les ténèbres ne peuvent pas chasser les ténèbres, seul l'amour peut le faire. La haine ne peut pas chasser la haine, l'amour peut le faire. On ne pouvait mieux réagir dans une situation comme celle-ci. Numéro 1. Incontestablement la banderole la plus choquante de l'histoire des derbies. Les Gones inventaient le cinéma pendant que vos pères crevaient dans les mines. Comme dit précédemment, Lyon était la ville bourgeoise, Saint-Étienne la ville minière. Le cinématographe a été officiellement breveté en 1895, à une époque où la révolution industrielle était alors en pleine expansion. Dans ce cas-là, la banderole est utilisée dans le but de provoquer, mais aussi de choquer, ce qui est plutôt réussi. Enfin, un derby sans tension ne serait pas un vrai derby. Entre bagarres, échanges de projectiles et dégradation de véhicules, tout y passe. Malheureusement, depuis quelques années, les préfectures interdisent les déplacements des supporters, que ce soit à Geoffroy-Guichard ou au Parc OL. Pour certains, ces décisions sont extrêmement regrettables, puisque l'on perd totalement cette identité si particulière du derby. Un exemple notable est celui du 10 novembre 2013. L'entraîneur de gardien de l'OL, alors Joël Batz, accroche une écharpe du club sur les filets des cages en face de la tribune des Green Angels. Certains membres du groupe s'immisceront sur la pelouse afin d'ôter cette écharpe. Après la victoire des Rouges et Bleus grâce à une tête de Jimmy Briand à la 93e minute, des incidents entre Jean-Michel Aulas et Ruffier éclateront. Ceci provoquera une suspension de 2 matchs pour le portier stéphanois et de 4 matchs pour Joël Batz. 28 octobre 1951. Premier derby officiel de l'histoire et premier derby à Gerland. Comme par hasard, l'OL a gagné 4-2, notamment grâce à un triplé de l'Alsacien Fritz Wohl, premier buteur de l'histoire des derbys. 23 mars 1952. Premier derby de l'histoire à Geoffroy-Guichard, remporté par les Stéphanois grâce à un unique but de Léon Alpsteg. 22 septembre 1963. Certainement l'un des meilleurs derbys de tous les temps. Au bout de seulement 17 minutes de jeu, l'OL est mené à domicile 2-0, grâce à des buts de Mekloufi et Foy. Mais le Lion se réveille enfin, et Angèle Rambert marque un doublé en 2 minutes. Mi-temps de partout. Rivoire redébloque le compteur à la 65e, mais Mekloufi inscrit son second but à la 71e. Mais 7 minutes plus tard, Rambert inscrit un triplé. 4-3 pour l'OL. C'était sans compter André Guy, qui jouera plus tard pour Lyon. Le Burgien inscrit un doublé en 3 minutes à la 85e et 87e minute. Le Lion est défait et est contraint de s'incliner dans le derby le plus prolifique et renversant de l'histoire. 8 novembre 2015, dernier derby de l'histoire à Gerland. Les Lyonnais, qui auront utilisé le stade construit par Tony Garnier pendant 65 ans, lui ont rendu un merveilleux hommage en gagnant 3-0 grâce à un triplé d'Alexandre Lacazette. 5 novembre 2017, quasiment 40 000 spectateurs dans le Chaudron. On n'avait pas vu telle affluence pour un derby à Saint-Étienne depuis 1992. Ce match fut dans un premier temps interrompu par des fumigènes, mais la chaude ambiance du Chaudron va vite se refroidir. Sur un mauvais corner tiré par Amouma, les Gones partent en contre-attaque et Depay marque le premier but. La seconde période sera un enfer pour les Stéphanois. Mariano Diaz et Bertrand Traoré signent 2 nouvelles réalisations et Fekir va enfoncer le clou. Ronaldinho, Marcelo, Messi, Ronaldo, Icardi ou encore Juninho avant lui. Ce match est la plus large défaite de la SSE, mais aussi la plus large victoire pour l'OL. 25 octobre 1964. Plus large victoire dans un derby. 6-0 pour Saint-Étienne. Le club ligérien réitérera l'exploit le 5 octobre 1969 où ils gagneront 7-1. 30 mai 2006. Lyon est officiellement champion de France dans ce match sans appel. 4-0. Un match où les joueurs lyonnais ont eu durant toute la rencontre les cheveux teints en rouge et bleu. 25 septembre 2010. Centième derby toute compétition confondue qui voit la SSE s'imposer grâce à un but de Payet. 17 janvier 2016. Centième derby en Ligue 1 remporté par Saint-Étienne 1-0 grâce à un but de Soderland. 2 octobre 2016. Premier derby de l'histoire au Parc OL, dont les Rodaniens sortiront vainqueurs grâce à des réalisations de Darder et Guézal. Fleury Dinalo et Hervé Révelli, respectivement légendes de Lyon et Saint-Étienne, partagent tous deux une même statistique. Ils ont marqué chacun 14 buts, un record. Le Lyonnais affiche un ratio de 0,6 buts par match en 21 derbies, tandis que son homologue stéphanois a près d'1 but par match, une très belle performance. Fritz Wohl,
Angel Rambert et Alexandre Lacazette. Ces 3 joueurs passés par Lyon sont les seuls à avoir marqué un triplé lors d'un derby en championnat. Dinalo compte également un triplé face à Saint-Etienne, en Coupe de France cependant. 30, c'est le nombre incroyable de derbys qu'a disputé Serge Chiesa, milieu de terrain lyonnais. Jacques et Stéphane Santini, respectivement père et fils, ont à eux deux disputé 19 derbys sous la tunique verte, un record pour une famille. Jean et Thierry Oleksiak, eux, en ont joué 11. Quant aux Gones, Lucien et Guy Jeunet, ils auront au total disputé 4 derbys. Raúl Nogues, ancien joueur argentin des Verts, a marqué après seulement 1 minute de jeu, lors d'une rencontre remportée 4-0 par son équipe. Extrait. La 1-2 avec Nielsen, Topalovic tranquillement, non, le ballon glisse et Nogues qui ouvre la marque, on joue exactement depuis 20 secondes de jeu. Fraîchement éliminé de l'édition 1966 de la Coupe de France par l'Olympique lyonnais, l'entraîneur stéphanois de l'époque, Jean Snella, déclare: à force de jouer la carotte, l'OL n'ira pas loin en coupe. Le 29 mars 1967, alors que les deux formations se retrouvent dans le chaudron, les supporters lyonnais jettent des carottes sur le terrain. Le milieu des Verts, Georges Beretta, en ramasse une et la croque devant le COP lyonnais. Que ce soit amical ou non, un derby reste un derby. Et Jean-Pierre Ciccarello, un fidèle supporter des Bad Guns, l'a très bien compris. Lors d'un derby amical disputé à Feurs lors de l'avant-saison 1990-1991, le score est d'1 but partout. Alors que le jeune attaquant David Brokers fonce droit au but, Ciccarello entre sur le terrain et tacle le joueur auvergnat. Au final, Lyon gagnera 2-1 et Raymond Domenech, alors entraîneur de l'OL, lui dira: ton tacle était parfait, très régulier. Même si Lyon et Saint-Etienne sont des ennemis crachés, il arrive qu'un geste de cordialité apparaisse. Le 12 octobre 1960, Lyon joue le premier tour de la Coupe d'Europe des Villes de Foire, l'ancêtre de la Ligue Europa. Mais les deux portiers du club sont blessés. La SSE va alors aider son ennemi de toujours en lui prêtant un joueur, Claude Abbé. Malheureusement, celui-ci cède sa place à la pause à cause d'une blessure. Il manquera ainsi quelques matchs avec son club d'origine. Le 12 février 1969 se joue France-Hongrie à Gerland. Problème, le match est retransmis à la télé en noir et blanc, et la Hongrie joue déjà en blanc. C'est pourquoi Révelli, Beretta, Larquet et Bosquet, tous sous contrat avec les Verts, ont été contraints d'enfiler la tunique rouge de l'OL pour un match, tout comme le reste de l'équipe, afin d'avoir une meilleure visibilité. Révelli, légende stéphanoise, aura même le luxe de marquer avec le maillot lyonnais. Score final, 2-2. Geoffroy Guichard a chanté à l'OL. C'est très compliqué à croire, mais c'est bien vrai. Petite remise en contexte. Lors de la saison 1984-1985, les deux clubs rhône-alpins évoluent dans le même groupe de D2. Saint-Etienne vient de descendre et espère remonter de suite en D1. Lors de la 31e journée, le club s'impose face à Martigues 4-1. Mais afin de prendre la première place du groupe, il faut que Nice perde face à son adversaire du jour, en l'occurrence l'Olympique lyonnais. Heureusement pour les Verts, Lyon est en train de s'imposer au stade du Ray. L'information circule ainsi dans les tribunes de Geoffroy Guichard et une petite partie des 9716 spectateurs entonnent « Allez l'OL, merci Hermin ». Du jamais entendu à Geoffroy Guichard, c'est que le public entonne « Allez l'OL », il vient d'apprendre que Lyon mène 2-0 au stade du Ray à Nice. Les Verts reprendront bel et bien la tête du classement, mais une défaite en barrage face à Rennes vont obliger Saint-Etienne à rester une saison de plus en D2. Avant la fondation en 1994 de l'actuelle Coupe de la Ligue, une compétition similaire a eu lieu en 1964 et 1965. La première édition réunissait tous les clubs de D1 et de D2, parmi lesquels figuraient Lyon et Saint-Etienne. Les deux formations sont tombées toutes les deux dans le même groupe et se sont affrontées à 2 reprises, lors d'une nette victoire de Saint-Etienne 6-2 et d'un match nul 1 partout. Le RC Strasbourg remportera le trophée qui apparaît dans son palmarès. Néanmoins, les derbys disputés lors du tournoi n'ont pas officiellement été comptabilisés, ce qui peut paraître curieux. En novembre 2017, le compte Twitter OL Histoire relevait cette curiosité et on y apprend que l'OL a gagné les 42e, 69e et 100e derbys de l'histoire. Alors, on rejoue ? Lyon-Saint-Etienne, Saint-Etienne-Lyon est la plus belle rivalité du football français. Aucun autre derby en France n'est aussi bouillant que le derby du Rhône et du Forêt. Du championnat français est aussi équilibré, aussi disputé. Aucun match ne peut égaler le derby rhône-alpin.
Avant de conclure cette vidéo, je voulais faire quelques remerciements. Tout d'abord un grand bravo au compte Twitter OL Histoire et SSE Memories qui font vivre l'identité de leurs clubs respectifs à travers Twitter et qui m'ont bien aidé pour cette vidéo. Merci aussi à Fanwerco, un fidèle supporter de Lyon qui m'a donné des informations précieuses pour le montage et qui fait des threads vraiment très passionnants sur l'histoire de l'Olympique lyonnais. Enfin, je voulais féliciter le site internet ASSE Stats qui m'a été extrêmement utile pour mes recherches. Le nombre de statistiques si précises est hallucinant et cela prouve que l'ASSE, au même titre que l'OL et l'OM, sont des clubs encore très populaires dans l'Hexagone. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Je sais qu'elle ne sera pas parfaite, surtout avec mes nombreux défauts de prononciation, mais c'est un travail dont je suis extrêmement fier. N'hésitez pas à la partager sur Twitter et les autres réseaux sociaux. Mon objectif serait que Jean-Michel Aulas la voie. N'hésitez pas à aller faire un tour dans la description, j'ai mis toutes les musiques que j'ai utilisées pour faire cette vidéo. Il y a des artistes très talentueux, parmi lesquels figure Crocoprod. Je mets bien évidemment le lien de sa page SoundCloud dans la description. Mettez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. C'était Mano, paix et amour sur vous.